Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le tout premier lancement commercial de la nouvelle fusée européenne Ariane 6, suite au succès de son vol inaugural en juillet dernier. On est en direct sur la chaîne YouTube d'Arianespace. Merci d'être avec nous pour vivre ce moment exceptionnel. Alors comme vous l'avez vu, on a eu 2 reports dernièrement, mais maintenant tout est prêt pour décoller. Aujourd'hui, on vous embarque depuis le centre spatial guyanais de Kourou. Notre lanceur va mettre en orbite le satellite militaire d'observation français CSO-3. Le décollage est prévu dans un peu moins d'une demi-heure, comme vous pouvez le voir sur le décompte à l'écran. Alors ici, on est donc dans le centre de contrôle Jupiter, à une quinzaine de kilomètres du pas de tir. Dans la cabine voisine, le commentaire en anglais est assuré par Katie Haswell et David Iranzo d'Arianespace. Et pour la version française, je suis Éléonore Balenci, je suis accompagnée par Samuel Rogez, ingénieur spatial chez Arianespace. Bonjour Samuel. Bonjour Éléonore, bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous pour commenter ce lancement en direct. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des actualités, mais également aussi nous poser toutes vos questions dans le chat. On fera de notre mieux pour y répondre pendant le live. Oui, d'ailleurs on a eu une question sur la présence de caméras embarquées aujourd'hui, donc oui, il y en a 4 à bord et on compte sur elles, on espère avoir des belles images pendant notre ascension. Effectivement, on a hâte de voir ça. On est donc ici dans la salle Jupiter, tous les experts sont présents dans le fishbowl et partout, et donc normalement dans quelques instants, on va échanger avec le CEO d'Arianespace, David Cavalloles. Peut-être est-il en train de se préparer, de s'équiper. Le voici, on l'écoute. Buenas, nos volvemos a encontrar con otro lanzamiento espacial. En esta ocasión con un lanzamiento de la empresa Ariane Space. El cohete europeo Ariane 6 puso este jueves en órbita un satélite militar francés, en la primera misión comercial de este lanzador, con la que Europa vuelve a tener finalmente un acceso autónomo al espacio tras años de retrasos. Tras el encendido del motor Vulcain 2.1, el lanzador europeo Ariane 6 encendió sus 2 propulsores y abandonó a media tarde de este jueves la plataforma de lanzamiento ELA 4 en Curn, en la Guayana francesa. Se trata del primer vuelo comercial del Ariane 6, número de vuelo VA263, operado por Arianespace, que transporta el satélite CSO-3 para la Dirección General de Aprovisionamiento, DGA, y la Agencia Espacial Francesa, CNES, en nombre del Mando Espacial, CDE, de las Fuerzas Aéreas y Espaciales Francesas. La primera misión comercial del Ariane 6 había sido fijada para el pasado miércoles desde el puerto espacial de Curn. Pero el lanzamiento se pospuso, debido a la necesidad de operaciones adicionales, curiosamente por la misma razón por la que se volvió a suspender nuevamente. Ariane 6 es el lanzador pesado europeo y un elemento clave en los esfuerzos de la Agencia Espacial Europea, ESA, por garantizar el acceso autónomo al espacio a los ciudadanos europeos. Su diseño modular y versátil le permite lanzar todas las misiones desde la órbita baja terrestre al espacio profundo. Con más de 60 metros de altura, Ariane 6 puede pesar casi 900 toneladas cuando se lanza con una carga útil completa. El Ariane 6 tiene 3 etapas, 2 o 4 propulsores y una etapa principal y superior. Para este lanzamiento, el cohete se utilizará en su configuración de 2 propulsores. La etapa principal y los cohetes de combustible sólido son los responsables de la primera fase del vuelo. La etapa está propulsada por el motor Vulcain 2.1, alimentado por oxígeno e hidrógeno, y el empuje principal en el despegue lo proporcionan los cohetes P-120C. La etapa superior está propulsada por el motor reiniciable Vinci alimentado con oxígeno líquido criogénico e hidrógeno. La etapa superior se encenderá 2 veces para alcanzar la órbita requerida para esta misión. Después de la separación de la carga útil, Ariane 6 tiene previsto un último encendido para desorbitar la etapa superior y reducir los desechos espaciales. Tecnología española. En la misión comercial del Ariane 6 han participado varias empresas españolas pertenecientes a la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, TEDAE, destacando Airbus Defence and Space, Airbus Crisa, GTD, HV Sistemas, Inventia, Zalsa Lenia Space y Senior. Las empresas españolas que participan en el programa y la misión son: Airbus Defence and Space en España diseña y fabrica hasta 7 elementos para cada lanzador Ariane 6. La IFS, Interstage Structure, 2 estructuras de fibra de carbono intermedias entre la primera etapa de propulsión del cohete y la segunda, el LVA o adaptador de vehículo de lanzamiento, que crea la interfaz entre el lanzador y el satélite, el adaptador de carga útil, la estructura que sujeta el satélite al lanzador durante el despegue, así como la parte superior de los propulsores de combustible sólido, que se integran en los laterales del lanzador para proporcionar un mayor empuje durante los primeros segundos del despegue. Además, Airbus en Getafe también se encarga de fabricar y probar el 90% del cableado de todo el lanzador. Airbus Crisa ha entregado 2 tipos de equipos diferentes, la Unidad Multifuncional Centralizada, CMFU, y la Unidad de Activación Pirotécnica, PFU. La CMFU, una unidad modular y compacta, contiene el cerebro del lanzador, el computador de a bordo. Se encarga también de la gestión de la energía y las comunicaciones, así como del control de las electroválvulas de los motores del lanzador.
Por otro lado, la PFU se encarga de la detonación de dispositivos pirotécnicos para, entre otras aplicaciones, el encendido de motores o la separación de etapas del lanzador. La PFU es capaz de disparar iniciadores que se activan tanto eléctricamente como ópticamente mediante láser. Cada Ariane 6 embarca 4 unidades CMFU y 4 unidades PFU. GTD desempeña un papel clave en el desarrollo y operación de sistemas críticos para el Ariane 6. Su contribución incluye el suministro de la familia de bancos de control, un sistema fundamental para la preparación y gestión del lanzador, así como el desarrollo del software a bordo del lanzador. Además, ha participado en el diseño y evolución de los simuladores operacionales de comportamiento dinámico, que permite la validación de sistemas en condiciones representativas del vuelo real. Por otro lado, ha desarrollado el streaming del sistema de vídeo a bordo del lanzador, que permite ver el desarrollo de las operaciones en tiempo real cuando Ariane 6 está en vuelo. Asimismo, la empresa es parte fundamental en las operaciones de lanzamiento en la Guayana Francesa, colaborando en la gestión y supervisión de los sistemas críticos que garantizan la seguridad y el éxito de cada misión. Su participación abarca los sistemas de control de fluidos, así como de la seguridad y de las infraestructuras para las operaciones en suelo. Por otro lado, se encarga del seguimiento por radar de la trayectoria del lanzador, proporcionando datos esenciales para la evaluación en tiempo real de la misión y la seguridad en vuelo. Además, GTD contribuye a la validación de las trayectorias de vuelo y la implementación de sistemas de seguridad operacional. Esta labor se complementa con la participación en el desarrollo de simuladores de entrenamiento operacional de seguridad en vuelo, facilitando la preparación de los equipos encargados de gestionar situaciones críticas durante la misión. También, HV Sistemas ha suministrado diversos equipos de soporte de tierra, tanto para el FSF, Factories Mielasschen Facility, y las plantas de fabricación en Les Muraux y Bremen, así como para la plataforma de lanzamiento en Köln. Estos equipos son simuladores de potencia y equipos de adquisición y generación de señales analógicas y digitales, destinados a la simulación funcional de subsistemas del lanzador. Es de destacar que se han suministrado detectores de la señal láser de potencia utilizada para el disparo de los dispositivos optopirotécnicos del lanzador, así como de las barreras ópticas, permitiendo la simulación de dichos elementos. Inventia ha participado en diversos MGS para Ariane bajo contratos de la ESA. También, para Airbus DIS ha participado en las máquinas especiales que fabrican los componentes del lanzador, IFSA Perilower, Interface Structure, icono del ESR, Equipped Solid Rocket, en la línea pulso automatizada que ADS dispone en Getafe. Thales Alenia Space en España ha estado a cargo del desarrollo y fabricación de los transmisores de telemetría de Ariane 6, las unidades responsables de transmitir a las estaciones terrestres los datos generados por el lanzador durante toda la misión de lanzamiento. La compañía también ha sido responsable junto a Telespacio de la ampliación del sistema de comunicaciones por fibra óptica, STFO, en el Centro Espacial de Guayana para incluir el nuevo complejo de lanzamiento de Ariane 6, NELA 4, y mejorar sus capacidades. El sistema STFO actúa como interfaz entre los bancos de pruebas y los satélites durante las diferentes fases de preparación para el lanzamiento. Además, Thales Alenia Space suministró el instrumento óptico de muy alta resolución del satélite CSO-3, verdadero corazón de la misión, y desarrolló asimismo equipos clave como los paneles solares, el sistema de telemetría de imágenes de muy alta velocidad, el módulo de encriptado y desencriptado de datos para los enlaces ascendentes y descendentes y los transpondedores de telemetría, telecomando y seguimiento. Señer, por su parte, ha sido la empresa encargada de suministrar una antena de telemetría para el lanzador europeo Ariane 6. Esta antena permite monitorizar y transmitir datos desde el Ariane 6 hacia las estaciones terrestres durante el vuelo. Esto incluye información crítica sobre el estado de los sistemas, sensores y subsistemas del lanzador. De este modo, se habilita el control y la comunicación entre el cohete y los equipos en tierra y es posible realizar el seguimiento y la localización del Ariane 6 durante sus distintas fases de vuelo, así como, eventualmente, resolver posibles problemas por parte de los equipos técnicos en tierra, ayudando a garantizar el éxito de la misión espacial. Continuemos con el lanzamiento de Ariane Space. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage de ESR et décollage. La propulsion est nominale. Pilotage calme.
Nominale. qui nous dit toujours que la propulsion est nominale, ça veut dire que les moteurs poussent comme prévu. Le terme nominal, toujours tout va bien pour l'instant, donc c'est parfait. Séparation des ESR. Fondamental pour une fusée, c'est qu'on la découpe en plusieurs étages et on se débarrasse au cours du vol. Vous voyez la vidéo de la séparation des boosters qui est magnifique. Donc on se sépare quand on n'en a plus besoin de toute masse qui devient inutile, qui pourrait ralentir Réacteur nominal, paramètres à bord sont nominaux. la suite de la mission. Là, les boosters ont rempli leur mission en propulsant le lanceur hors de la couche dense de l'atmosphère et donc on s'en sépare. Profilé pour réduire les forces aérodynamiques qui s'exercent sur lui. Et donc on attend confirmation de la séparation de la coiffe. On a même Séparation coiffe. On a eu confirmation à l'instant de la séparation de la coiffe. Et donc maintenant qu'on a largué la coiffe, on peut dire qu'elle a rempli son rôle et que notre passager CSO3 il n'est plus en danger, c'est ça? Exactement, il a été protégé sur toutes les phases où il fallait le protéger. Là maintenant on peut l'exposer au vide de l'espace sans risque. Alors, est-ce qu'on voilà, a des images justement de la respiration de la coiffe? Et ben voilà, on voit magnifique à l'écran. C'est ce qu'on appelle le mode de respiration. Cette oscillation de la demi-coiffe, c'est sous l'effet des efforts pour éjecter chacune des demi-coiffes à la séparation de la coiffe. Les deux demi-coiffes, demi-coquilles, si on veut, se déforment sous cet effet des efforts et ça donne ce mouvement de ressort qu'on voit qui est très La propulsion est nominale. Et donc c'est maintenant le module central qui produit la poussée afin d'amener justement notre lanceur sur l'orbite désirée. Oui, c'est ça. C'est toujours le Vulcain 2.1 qui fournit la poussée, qui va pousser pendant au total 7 minutes et 40 secondes. Donc on rappelle qu'on a séparé les deux boosters. Les paramètres à bord sont nominaux. Paramètres à bord nominaux. Du poids initial sur le pas de tir et dans quelques secondes quand on aura la séparation de l'étage principal, il ne restera que 7,5% de la masse au décollage. Donc on a vraiment perdu beaucoup de poids. Donc ce sont les annonces que nous attendons maintenant, qui ne vont pas tarder je pense, qui vont s'enchaîner d'ailleurs, hein, les étapes assez importantes. Extinction Vulcain. Voilà, on a la première, l'extinction du Vulcain. On devrait avoir la séparation de l'étage principal qui va suivre. Séparation LLPM. Confirmé à l'instant. Allumage Vinci. Fin de mission sauvegarde. Et l'allumage Vinci qui a été confirmé. Donc on a enchaîné 3 étapes importantes là, oui. Effectivement. Alors la spécificité de... Et on voit la séparation de l'étage principal sur les caméras embarquées. Waouh, magnifique. C'est génial de voir ça quand même, magnifique. Propulsion nominale. Donc le directeur des opérations a annoncé le premier boost. La spécificité de ce tout nouveau moteur Vinci, c'est justement ça, c'est sa capacité de rallumage. Pilotage calme. Il a été conçu pour être allumé jusqu'à 3 fois. Donc ça illustre la grande polyvalence de ce moteur et de cet étage. Et nous, c'est clé parce que ça nous permet de faire plusieurs missions différentes en un seul vol. C'est un peu comme un bus de l'espace. C'est un peu comme un bus de l'espace. On peut déposer des passagers à différents endroits selon leurs besoins. Donc ça permet de placer différents satellites sur différentes orbites, mais pour un même vol. Dans cette mission, il n'y a qu'un passager à bord, mais on aura quand même 2 rallumages. Le premier pour circulariser l'orbite. Voilà, donc on arrive bientôt à une des étapes clés de cette mission et c'est bien de voir aussi le travail des équipes. Bientôt, donc cette étape, c'est la fin du premier boost. Finalement, à quoi ça correspond? Ça correspond à un moment où on aura atteint la vitesse et l'altitude visée pour cette orbite intermédiaire dont on parlait tout à l'heure. Et quand la fusée détectera qu'on a atteint ces paramètres, elle éteindra automatiquement le moteur Vinci, ce qui devrait arriver d'une seconde à l'autre normalement. On attend cette annonce du directeur. Première extinction Vinci. Et ben voilà, première extinction confirmée. Donc fin du premier boost. Donc on peut dire que notre lanceur et son passager sont maintenant donc en orbite, donc on n'a plus besoin de pousser. On entre dans une phase balistique qui va durer un peu moins de 40 minutes, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce temps? Alors donc comme on a atteint une vitesse suffisante pour ne plus retomber sur Terre, on est sur une orbite dite elliptique avec un point le plus proche de la Terre à 300 km et le point le plus proche à 800 km. Donc c'est une orbite intermédiaire. L'objectif c'est en fait afin de pouvoir séparer CSO3 notre passager, c'est atteindre cette altitude de 800 km. Donc pendant la phase balistique, on va attendre le temps nécessaire pour que le lanceur monte à l'altitude désirée grâce à la vitesse acquise avec ce premier boost et toutes les étapes d'avant. C'est un peu comme les montagnes russes, c'est-à-dire que là on est en bas de la montagne russe avec beaucoup de vitesse et il va falloir qu'on grimpe tout en haut. On va ralentir un peu, mais on va grimper en altitude et une fois en haut de la montagne russe, on va rallumer le moteur pour rester là-haut. Pendant cette phase-là... Perte attendue de la télémesure par la station de Bermude. Donc on vient de perdre le pilotage est calme. Avec Bermude, ce qui était attendu. Pendant cette phase-là, on va mettre le lanceur et son satellite CSO3 en rotation autour de l'axe longitudinal pour répartir l'éclairage du soleil et éviter que certaines zones aient trop chaud si elles sont tout le temps soumises au rayonnement solaire, et à l'inverse, celles qui seraient en face, je vais y arriver, du vide spatial, ne pas qu'elle ait trop froid. Donc c'est pour ça qu'on met en rotation le lanceur et son passager. On appelle ça l'effet barbecue, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Alors une fois l'orbite atteinte, il faudra donc circulariser et donc c'est là qu'intervient le deuxième boost. C'est ça, et ce sera plus court, il y a un boost très rapide. Propulsion nominale.
Alors, CSO3 va donc rejoindre les 2 autres satellites de la constellation. Comme on l'a vu, c'est le dernier né de la constellation CSO, donc une flotte de 3 satellites dédiés à l'observation de la Terre pour la défense et la sécurité. Ils sont placés sur des orbites héliosynchrones à différentes altitudes, et ces 3 satellites remplissent 2 missions bien distinctes. Oui, et la première mission, réalisée par CSO1 et CSO3, c'est spécialisé dans la reconnaissance. Et CSO2, lui, se concentre sur l'identification, ce qui permet d'offrir des images d'une résolution encore plus fine, comme par exemple identifier un véhicule léger en milieu urbain. D'ailleurs, sur Instagram, Erwan a posé la question suivante: pourquoi y a-t-il autant de forces armées pour ce lancement? Alors oui, il y a beaucoup de forces armées, on s'est fait la réflexion aussi. Le centre spatial guyanais, c'est le port spatial de l'Europe, donc c'est une installation vraiment stratégique pour l'Europe, ce qui fait qu'il est constamment protégé par la Légion étrangère et par les forces armées françaises. Et pour le lancement d'aujourd'hui, compte tenu de la nature de notre passager, vous l'avez compris, il y a des forces supplémentaires qui ont été déployées pour en assurer la sécurité. Et donc, pour CSO, c'est le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui est situé à Toulouse, qui est responsable de la maîtrise d'œuvre de ces satellites. On va normalement se connecter avec Toulouse pour rencontrer Paul Arberet, qui est le chef de projet, et ses équipes. On l'avait vu dans le petit film d'introduction. Donc on va voir si les équipes sont en place pour faire le duplex. Et je crois qu'ils sont en place. La misión se desarrolló sin incidentes, y tras la separación progresiva de los propulsores y de las distintas etapas del cohete, el satélite se separó con éxito a las 6:31, 5:31 GMT, para colocarse en su órbita. Nos vemos pronto, palpitando el 8º vuelo de la Starship. Qu'on avait sur les réseaux, une question de Paul Grave qui demandait s'il y avait de la climatisation à l'intérieur de la coiffe afin de maintenir le satellite en bonne santé. Donc, extinction APU. Alors, on a eu l'extinction de l'APU qui doit normalement précéder la séparation CSO. Donc oui, Paul, il y a une climatisation, il y a un système de ventilation au sol qui permet d'apporter de l'air à la température souhaitée par le client et puis on la déconnecte au décollage. Séparation CSO3. Wow. Magnifique. Voilà, ça y est, vous le voyez sur ces images, dans la salle ici à Jupiter, les applaudissements, la joie, on se serre la main. On se prend dans les bras, c'est vraiment le moment que tout le monde attendait, c'est beaucoup de joie. Ouais. Super réussite, bravo. Le soulagement, on peut dire félicitations à tous et puis tous nos voeux à l'équipe CSO3 pour la prise en charge de ce satellite. Oui, chapeau à tous ceux qui ont participé à ce vol. CSO3 confirmé par le client. Voilà, c'est confirmé. Et en plus c'est confirmé par le client. Bravo. C'est formidable. On peut penser notamment au ministère français de la Défense, au CNES et à Airbus aussi en charge de CSO3. Oui, on peut aussi penser à toutes les équipes, Arianespace, Ariane Group, aux équipes du CNES, de l'Agence spatiale européenne et évidemment tous les partenaires impliqués sur l'aventure Ariane 6 à travers toute l'Europe. On pense à tous les sites qu'on a pu voir tout à l'heure à l'écran qui nous regardent. Voilà, vous êtes avec nous. C'est amplement mérité, bravo pour ce succès. Alors, si c'était une Ariane 5, la mission, elle se terminerait ici. Mais là, c'est pas le cas avec Ariane 6. C'est quoi la différence? Oui, c'est vrai que le fait qu'on puisse rallumer le moteur Vinci, ça veut dire qu'Ariane 6 va pouvoir continuer sa mission et entamer sa trajectoire de rentrée contrôlée dans l'atmosphère. Et ça, c'est une spécificité d'Ariane 6. En fin de mission, donc en réintégrant l'atmosphère, le lanceur va brûler dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique. Calme. Et tout ça à plus de 1500 km de toute Terre habitée. Donc, tout ça, c'est nécessaire pour éviter de laisser des débris en orbite, on l'avait dit tout à l'heure.